Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. 4 bureaux de poste fermés à Tours d'ici la fin de l'année. Une réunion avait lieu hier entre les usagers et la direction du groupe. Enjeu, nécessité d'adaptation contre sauvegarde d'un service public. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, quelles sont ses chances de l'emporter? Peut-il rassembler la droite et la gauche comme il l'espère? Nous poserons la question à son porte-parole en Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau. Elle touche 15% de la population française, l'obésité. À la chaussée Saint-Victor, près de Blois, une clinique accueille des adolescents. Sa spécificité, la durée du séjour, une année complète. Reportage dans ce journal. Réunion houleuse hier soir à Sainte-Radegonde, en cause la fermeture de bureaux de poste dans des quartiers de Tours. La direction du groupe les justifie par la diminution du courrier. Elle propose des alternatives. En face, les habitants refusent de voir disparaître un service public. Amanda Bruy-Rivera et Romain Delville. Hier soir, l'ambiance était fraîche entre une centaine d'habitants du quartier de Sainte-Radegonde à Tours et les responsables de la Poste. Depuis 3 semaines, l'agence postale du quartier a baissé le rideau sans préavis, laissant du jour au lendemain les usagers sans aucun service postal ou bancaire. Maintenant, effectivement, les gens vont se retrouver sans ressources dès qu'ils auront un problème. Et ils seront obligés d'aller au centre-ville ou de prendre un rendez-vous, je ne sais pas dans quel bureau de Tours, pour essayer de résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est quand même un gros moins. Dans cet échange de sourds, 2 visions du service public se sont affrontées. Pour les uns, c'est un service personnalisé de qualité qui est sacrifié pour des raisons économiques. Les postières avaient vraiment l'habitude, des petites habitudes de toutes les personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées, et une confiance qui se dégage de ces couples-là qui se font, qui n'a pas de prix, quoi. Et la Poste n'entend pas du tout ça. C'est pas l'artisan, autant bon soit-il commerçant du quartier, qui pourra avoir cette habitude-là, parce que ça se construit sur plusieurs dizaines d'années. Pour la Poste, il n'y a pas de régression de l'offre des services, mais une adaptation aux habitudes des clients. Nous ne fermons pas de bureaux de poste, nous transformons notre réseau, nous nous adaptons. Donc en aucun cas nous partons des communes ou des villes où nous sommes implantés. En revanche, nous devons donc rendre un service différent. Nous avons des partenariats qui existent et qui fonctionnent bien. La Poste remplace l'agence fermée par un partenariat avec un bureau de tabac à proximité. Ce transfert vers le privé augmente les horaires d'accessibilité des services postaux. Seul bémol, les services bancaires, eux, sont réduits à un retrait maximal de 150 €. 3 autres agences postales de Tours vont connaître le même sort dans les quartiers de Montjoyeux, Roche-Pinard et Colbert. Lundi dernier, le conseil municipal de Tours a voté une demande de suspension de ces fermetures. La Poste espère obtenir un rendez-vous avec le cabinet du maire. En bref, fait divers, une bijouterie de Loches cambriolée en plein jour ce mercredi. Vers 14h30, 2 personnes se sont introduites dans le commerce. Les malfrats ont retenu l'employé avant de casser les présentoirs. On ne connaît pas encore le montant du butin. Dans le reste de l'actualité, ce classement des pires routes d'Indre-et-Loire. 400 signalements faits auprès de l'association 40 millions d'automobilistes. Dans le top 3, la rue d'Entraigues à Tours, la D81 à Civray de Touraine et la rue de la Pousterie à Montlouis-sur-Loire. Alors comment expliquer cette détérioration des routes? C'est d'abord une question d'argent selon Brice Droineau, adjoint au maire de Tours. Vous récupérez un ensemble de voiries, donc 1244 rues, et vous constatez que près de 800 rues sont dans un état dégradé. Effectivement, on peut dire qu'il y a eu un manque d'investissement. Nous avons chiffré ce manque d'investissement. C'est aujourd'hui près de 8 millions d'euros qu'il faudrait pour refaire l'ensemble des rues de la ville, si vraiment on voulait un ensemble de notre parc de chaussées dans un état tout à fait correct. Et puis, en ce qui concerne la rue de la Pousterie à Montlouis, la commune reconnaît son mauvais état. Une partie a été refaite, mais rien n'est prévu à court terme. Montlouis dépense chaque année 100 000 € pour la voirie, 3 fois moins qu'il y a 7 ans, à cause de la baisse des dotations de l'État, toujours selon la municipalité.
Je vous le disais en titre, elle ne cesse de gagner du terrain. En 1980, l'obésité touchait 6% de la population française, 15% aujourd'hui. Les causes sont multiples, mauvaises habitudes alimentaires, manque d'exercice ou encore traumatisme psychologique. Pour lutter contre ce fléau, une clinique spécialisée de la chaussée Saint-Victor près de Blois accueille 16 adolescents. Sa particularité, le long séjour, une année scolaire complète, passée avec des diététiciens, mais pas seulement. Regardez le reportage d'Aurélie Renaud. Marvin a toujours été en surpoids. Durant toute son enfance, il a multiplié les rendez-vous chez les médecins. Il a même participé à des stages pour maigrir. Depuis la rentrée, il a tout changé. Il a dit au revoir à son village et à sa famille et s'est installé ici, dans l'internat de la clinique de la chaussée Sainte-Victor. À 14 ans, il va tous les jours dans un nouveau collège et le soir, il retrouve 16 autres pensionnaires. Ils ont tous le même objectif, tourner une page, abandonner les mauvaises habitudes. La PlayStation à longueur du matin jusqu'au soir. Des fois, j'en dormais pas, je continue. Les 3/4 du temps, je restais tout le temps chez moi, quoi. La base, la perte de poids. Mais pas question de parler de régime. Les jeunes ici apprennent à connaître leurs besoins alimentaires, à se servir. Ils participent régulièrement à des ateliers avec les chefs cuisiniers. L'objectif, les responsabiliser. Apprendre à être curieux, ça c'est important parce que ça ne peut arriver que via les autres. Et quand ils n'ont pas eu la chance que dans la famille ce soit un élément qui soit transmis, nous on va essayer de prendre le relais. Réapprendre à bouger, à connaître son corps et parfois à dépasser ses limites. Pour ça, il y a chaque jour de l'activité physique. Mais dans cet internat, l'accent est mis sur le dialogue. Ici, chaque patient bénéficie d'un suivi avec un médecin et un psychologue. Tous ne sont pas dans des situations où leur environnement est sur le champ de l'obésité. Pour certains, ça a été lié à des ruptures, à des agressions, à des difficultés familiales, à des deuils. Et on voit des facteurs déclenchants. Tous les jeunes sont adressés d'abord par le médecin traitant. Donc c'est une vraie prise en charge qui est assurée aujourd'hui par l'assurance maladie, puisque l'intégralité du séjour est prise en charge par l'assurance maladie. Le séjour dure 9 mois, il est calqué sur une année scolaire. Ici, les jeunes perdront tous du poids, une vingtaine de kilos pour la plupart. Après 3 ans d'existence, les équipes pluridisciplinaires ont remarqué un phénomène récurrent. Durant le séjour, les notes des élèves vont progresser à l'école et le cercle amical va s'agrandir. Il faut dire que certains patients reviennent de très loin. Certains étaient en plein décrochage scolaire et très isolés. On subit des moqueries à longueur de journée et ça, c'est très dur. Toi, tu voulais changer tout ça? Oui. C'est pour aussi me prouver que je peux être très jolie. Tu te trouves jolie aujourd'hui? Oui, ça va. C'était le cas il y a 3 ou 4 mois? Non, pas du tout. Durant ces 9 mois, 1 ou 2 jeunes abandonneront l'internat, car la séparation avec la famille est trop difficile. Marvin, lui, s'accroche à une promesse de sa maman. Elle l'inscrira à un cours de boxe qui lui était interdit à cause de son obésité dès sa sortie de l'internat. Car le rêve de Marvin, c'est la boxe anglaise à un niveau professionnel. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, l'ex-ministre de l'économie a donc annoncé sa candidature aujourd'hui à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Fin du suspense et début d'un long chemin jusqu'en avril 2017. Pour en parler avec nous ce soir, le représentant de son mouvement En Marche en Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau. Bonsoir. Bonsoir. Fin du suspense, donc ça fait combien de temps que vous sentiez que Emmanuel Macron allait se présenter ? Disons que les choses se sont un peu précipitées dès la rentrée avec la sortie du gouvernement, bien évidemment, mais on sentait déjà dès le début une volonté quand même de vouloir, comment dirais-je, participer à imposer quelque chose de nouveau dans la vie politique française, et les choses se sont vraiment précipitées courant octobre. C'était pas dit qu'il y aille, qu'est-ce qui l'a aidé, on va dire ? Non, je pense que le mouvement est organisé de manière structurée quand même et importante depuis le début, puisque on fonctionne un peu au working progress. Mais bon, Emmanuel Macron a souhaité respecter son tempo, respecter sa grammaire, c'est-à-dire faire un peu de la politique autrement, c'est-à-dire faire un diagnostic, aller voir les Français, aller à la rencontre des Français. Donc c'est ce qu'on a fait avec la Grande Marche jusqu'au mois de juillet. Ensuite, il a souhaité restituer le diagnostic au travers de 3 grands meetings. Ensuite, structurer le mouvement, l'organiser. Qu'est-ce qui vous a poussé à le soutenir en fait ? Ce qui m'a poussé à le soutenir, parce que je trouve que c'est cette idée... C'est seulement la nouveauté ? Non, c'est cette idée progressiste en fait.
Moi, j'ai un parcours politique dans lequel, Parti socialiste, j'ai pu faire le constat, qu'il y avait des choses un peu vieillissantes, que les choses n'évoluaient pas. Je trouve que le parti devenait un petit peu, n'était plus tellement en phase avec ce qu'attendaient les gens et la société d'aujourd'hui. Et j'avais envie de me lancer dans une aventure nouvelle avec des gens nouveaux. Vous avez toujours votre carte au Parti socialiste ? Là, aujourd'hui, c'est plus mon sujet. Mon sujet, moi, je suis le référent d'En Marche dans le département 37. Mon sujet, c'est de rassembler le maximum et de faire le travail pour que Emmanuel Macron soit notre prochain président. Alors, on va écouter une réaction justement du premier secrétaire départemental du Parti socialiste qu'on a interviewé tout à l'heure. Ça peut mettre la gauche en difficulté, mais en même temps, M. Macron ne se réclame ni de la gauche ni de la droite. Par ailleurs, c'est un phénomène un peu personnel, puisque pour l'instant, à part critiquer ce qui s'est fait, il n'a pas avancé beaucoup de propositions. Et il faut voir à l'usage comment sa candidature va atterrir dans la campagne. Alors, le premier secrétaire départemental, il dit deux choses. Il dit, sa candidature risque d'affaiblir la gauche, avec le spectre, peut-être, d'un second 21 avril. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas véritablement d'accord avec lui. Je pense que la candidature d'Emmanuel Macron s'inscrit dans une logique, donc une logique de proposer quelque chose de nouveau. Et notre ambition, c'est de rassembler tous les Français vers autour d'idées de progrès, et de proposer un véritable renouveau, une refondation démocratique, et essayer de faire entrer notre pays dans le XXIe siècle. Deuxième point, pas de programme. C'est ce que dit le premier secrétaire. C'est ce que dit le premier secrétaire, mais enfin, il n'a pas lu probablement toutes les interventions d'Emmanuel. C'est une critique qui revient régulièrement. Il y a déjà des éléments de programme qui sont parus quand même dans le Nouvel Observateur. Il y a quand même tous les 3 meetings du Mans, de Strasbourg, de Montpellier qui ont quand même donné beaucoup d'éléments sur la vision, sur son idée de la France, ses propositions sur la vie engagée, sur la vie citoyenne, sur le renouveau démocratique, sur l'investissement massif dans l'école primaire. Je vous rappelle qu'un enfant sur 5 arrive au collège sans avoir le lire, écrire, compter. Donc c'est un constat qu'on a fait dans le diagnostic. Donc la mesure, ça va être d'investir massivement, par exemple, dans l'école primaire. Voilà, ce n'est qu'une seule mesure, mais il y en a beaucoup. En fait, il n'a peut-être pas lu non plus que dans le projet, il y avait beaucoup d'éléments qui tournaient autour de l'accès à l'éducation, l'accès à la sécurité, l'accès aux soins, l'accès à la mobilité. Tous ces éléments-là sont quand même un peu des éléments programmatiques. En un mot, oui, pardon, je vous coupe, en un mot, Emmanuel Macron à Tours, oui, non ? Oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui, il va venir à Tours, évidemment. Une ville comme Tours, on a presque 1000 adhérents, évidemment. Voilà, merci Philippe Chalumeau d'être venu sur notre plateau. Merci. L'économie, en bref, les cadres d'Outiror ont déposé un plan de reprise cet après-midi devant le tribunal de commerce d'Orléans. Basé à Saint-Cyr-sur-Loire, Outiror a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. En France, 250 emplois sont menacés. Et puis en sport, l'entraîneur du Tour FC, Fabien Mercadal, s'exprime pour la première fois après la cuisante défaite de son équipe en Coupe de France. Pour leur entrée en lice dans la compétition, dimanche dernier, les Tourangeaux avaient perdu face à Saumur, une équipe de 6e division. À la fin du match, sous le coup de la déception, le coach avait refusé de parler à la presse. Il l'a fait cet après-midi en conférence. Écoutez. On a réussi à ouvrir la marque, ce qui est la chose la plus difficile normalement sur un match de coupe. On était dans un contexte favorable. Ils nous ont bien reçus, ils ont été propres. Et sans leur manquer de respect, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils n'ont même pas été très bons. Tu vois, donc je ne peux pas l'analyser, je peux juste te dire que j'avais un sentiment de honte et que j'avais envie de demander pardon un peu à tout le monde. Ils s'appellent les maîtres comme éducation. Ils sont une 50aine en Indre-et-Loire. Leur mission, apporter une aide individualisée aux élèves connaissant de graves difficultés d'apprentissage. L'échec scolaire n'est pas une fatalité, c'est ce que nous verrons avec notre invité Alain Terentjeff. Il est président de l'association des maîtres d'Indre-et-Loire. A tout de suite.